c'est avisé. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous tenons à nous excuser les aléas du direct. On a eu un petit bug, en tout cas, de connexion. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui sur ce petit temps d'1 heure pour évoquer la thématique « Je veux donner du sens à mon travail ». Je suis aujourd'hui accompagnée donc de Angélique Teigne-Olivera. Je lui laisse tout de suite la parole pour qu'elle puisse se présenter. Oui, donc bonjour, bienvenue et merci pour votre participation. Donc je me présente, je suis donc Madame Teigne Angélique Olivera, donc conseillère en évolution professionnelle au sein du groupement Évolution. Et donc aujourd'hui, donc nous allons aborder la thématique de donner du sens au travail. Et qu'est-ce que cela revêt? Hop. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que ça c'est OK? Je pense qu'on est plutôt pas mal. Angélique, tu me diras si on est bon. On est bon. En tout cas, moi, je vois bien ton partage d'écran. Nous voyons des pouces levés. Oui, parfait. Donc, si vous avez pu participer aux webinaires qui ont démarré depuis le début de la semaine, je vais très rapidement vous rappeler en tout cas l'objectif de ces semaines de l'évolution. L'idée est vraiment de permettre à tous d'obtenir des informations réelles, concrètes sur des thématiques différentes liées à l'évolution professionnelle. Quelques petites consignes. Donc, je vois que le chat est déjà bien utilisé depuis le démarrage de ce webinaire. Néanmoins, vous pouvez aussi l'utiliser pour poser des questions et vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent et les faire remonter directement. Donc, je l'ai dit, les semaines de l'évolution professionnelle ont démarré depuis lundi et se dérouleront jusqu'au vendredi 21 octobre. C'est vraiment tout le réseau CEP national qui s'est organisé pour faire de cet événement une réussite. Donc, nous retrouvons effectivement l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution dont nous faisons partie, la BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Je te coupe, Caroline, il y a des questions. Est-ce que tu peux passer en mode plein écran le PowerPoint, s'il te plaît? Oui. Voilà. Alors, nous nous sommes présentés. Donc, Angélique s'est présentée. Je me présente à mon tour. Donc, Caroline Trine, je suis directrice de projet au sein du groupement Évolution pour le territoire du Centre Val-de-Loire. Donc, nous abordons sans tarder la thématique du jour, en tout cas de l'heure. Je vais donner du sens à mon travail. Angélique, je te laisse introduire le sujet. Donc oui, donc tout à fait. Donc aujourd'hui, donc si vous êtes là, c'est certainement que vous avez des questions par rapport à cette thématique. Donc l'idée, c'est d'aborder donc le sens au travail et qu'est-ce que cela donc revêt, puisque aujourd'hui c'est une question pertinente et qui fait partie de l'actualité, dont beaucoup de personnes se posent aujourd'hui la question du sens au travail. Et donc on pourrait dire que le sens en fait repose à la fois sur son vécu personnel, sa relation au travail, sa relation à l'entreprise. Donc, c'est pourquoi, en fait, voilà, donc la question aujourd'hui est importante à traiter. Et donc, nous allons aujourd'hui donc aborder cette thématique. Oui, alors du coup, nous irons sur 6 pistes concrètes pour donner du sens à son travail, parce que le questionnement, je pense que tout le monde l'a à son niveau en prenant en compte ses valeurs, ses centres d'intérêt et ses questionnements liés à ses conditions de travail parfois. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous outiller pour vous donner 6 pistes concrètes et expérimenter une méthode pour identifier ce qui constitue le sens au travail. Pour moi, comme Angélique l'a dit, c'est vraiment une question intrinsèque à la personne. Tout à fait. Et alors, je m'arrête parce qu'il y a des questions. Nous ne voyons pas le bon écran. Ah, ben, je recommence. Alors, du coup, le fait de me mettre en plein écran, c'est peut-être pour ça que ça me bloque. Alors, je vais le faire plutôt comme ça, partager. Donc, vous verrez mon écran de base et je vais le faire comme ça. Est-ce que là, ça suit? Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, apparemment. Super. C'est bon. OK. Parfait. Donc, encore une fois, excusez-nous les aléas du direct. Donc, on va démarrer pour de bon avec les premiers constats
cas, un petit état des lieux. Donc, en effet, hein, donc tout d'abord, avant de débuter sur la notion donner du sens au travail, on va vous dire quelques chiffres par rapport à cette question. Et s'il s'agit d'un sondage de nouvelle vie professionnelle, on peut noter qu'aujourd'hui, en fait, près de 60% des actifs, comme vous voyez dans la slide, considèrent que la crise en fait sanitaire a affecté leur situation professionnelle. Et ensuite, en fait, donc du coup, à la suite du premier confinement, un tiers des Français interrogés auraient envisagé de chercher un travail plus porteur de sens. Donc une enquête de Randstad en mai 2020. Et 51% des cadres jugent très important d'exercer aujourd'hui un métier qui a du sens. Donc vous voyez que c'est une question qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui et qui est essentielle, dont beaucoup de monde se pose. Donc c'est pas anodin. Tout à fait. Alors, la notion de sens, on l'a dit, est quand même assez large et propre à chaque personne. Ça peut être lié à ses centres d'intérêt, à avoir l'impression d'être utile, utile aux autres ou utile à l'entreprise aussi. Donc, il y a plusieurs, en tout cas, dimensions sur cette notion de sens qui est propre à chacun. Alors, le sens au travail, pourquoi? Alors, pourquoi? Déjà, dans un premier temps, le sens au travail, ça permet en fait d'assurer sa subsistance. Mais c'est pas là son seul intérêt. C'est aussi une activité, si vous voulez, pour laquelle une personne aussi se définit, s'insère en fait dans le monde, actualise son potentiel, crée de la valeur, ce qui lui donne en fait en retour le sentiment d'accomplissement et d'efficacité personnelle, donc voire peut-être même un sens à sa vie. Donc la question du sens, en fait, elle est étroitement liée aussi à la condition humaine et sa quête qui se manifeste de plus en plus au travail, où s'incarne aujourd'hui, donc à tort ou à raison, après, voilà, une bonne partie de nos désirs et de nos besoins. Donc, il est essentiel pour beaucoup d'entre nous de trouver du sens à son travail. Oui, je complète tes propos aujourd'hui quand on se présente, et d'ailleurs je l'ai fait au démarrage, je l'ai dit, j'ai dit je suis directrice de projet. On devrait peut-être plus dire, mais en tout cas c'est une réflexion que j'ai, j'exerce la fonction de. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on dit que le travail a une place importante, d'où cette idée de sens, de se sentir accompli dans ces tâches-là, parce que ça fait une partie intégrante de notre personnalité. En tout cas, c'est un réflexe. Vous essaierez de vous Ouais, tout à présenter fait. et voir comment vous vous définissez demain. C'est pour ça que cette question de sens aujourd'hui a plus d'importance parce que la fonction qu'on occupe fait partie intrinsèque de notre personnalité, de notre personne. Exactement. Et donc, ça peut prendre divers sens. Je rebondis de toute façon sur ce que tu viens de dire, Caroline. Voilà, ça peut prendre divers sens. Alors après, donc ça peut être se sentir utile pour développer la confiance en soi, pour favoriser aussi la reconnaissance de ses pairs. Ça peut te créer un cercle vertueux qui favorise aussi le bien-être et l'épanouissement. Et donc, le sens, en fait, il va se traduire par de l'énergie, de la motivation, du plaisir dans ce que nous faisons. Mais après, chacun a sa propre définition du sens. Effectivement, quand on se sent utile et qu'on arrive à définir son identité professionnelle et à mettre des mots et à être en phase justement avec ses valeurs et ce sens au travail, généralement, ça se traduit par de l'épanouissement, tu l'as dit, de la motivation et de la satisfaction. Donc, c'est un petit peu un cercle vertueux. C'est pour ça que cette question aujourd'hui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur. Alors, donc du coup, on a introduit la slide. Alors, ça s'appelle donc les bullshit jobs. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est un terme en fait qui a été utilisé, si vous voulez, par un anthropologue qui s'appelle David Graeber et qui a défini donc bullshit job en gros donc job à la con. Si vous voulez, les progrès techniques et la révolution digitale ont apporté plein de nouveaux métiers depuis les années 2000. Et donc, une bonne partie semble inutile à ceux qui les exercent. Alors, il ne définit pas, il ne fait pas une catégorie de métiers considérant que ce sont des jobs à la con, mais c'est bien les personnes qui ont une propre perception de leur métier, où ils ont l'impression qu'en fait, ils ne servent à rien, ou ça n'a aucune utilité, les missions qui leur sont attribuées. Et c'est en ça que du coup, on dit job à la con, parce que la personne, si elle a l'impression d'effectuer donc un job à la con, eh bien, ça peut remettre aussi toute la question du sens.
Alors, ça remet en question le sens au travail, ça remet en question derrière l'engagement du collaborateur au sein de son entreprise. Alors, je tiens quand même à nuancer hein, le job à la con, et je mets bien les guillemets hein, parce que c'est pas très joli, mais bon, ce sont des termes qu'on utilise aussi. Voilà. Au-delà du job en lui-même, on a parfois des missions à la con, si je peux me dire, si je peux me permettre, notamment quand on a pléthore d'actions à mener, quand on fait par exemple un reporting et qu'on n'en voit pas l'utilité parce qu'on ne va pas jusqu'au bout de l'analyse ou on ne voit pas à quoi ça sert derrière, on peut ressentir ce sentiment en tout cas de voilà, d'une action à la con, d'une action qui ne sert pas à grand-chose, alors que c'est un maillon. Donc l'idée, c'est plutôt peut-être de prendre de la hauteur sur ce qui est fait, ou en tout cas aux entreprises aussi d'impliquer les salariés pour qu'ils puissent comprendre tout le maillage et le comment du pourquoi on fait cette action, le comment du pourquoi ce job est là, et de pouvoir impliquer et réengager le salarié dans cette démarche-là. Complètement, exactement. Et après, en effet, hein, et ces actions, donc on tient à le préciser, c'est que d'une personne à une autre ne vont pas avoir donc le même sens. Il peut très bien ne pas avoir de sens pour une personne, pour un salarié, et avoir du sens pour l'autre salarié d'à côté. Tout à fait. On l'a bien dit, hein, toute cette notion est vraiment intrinsèque à la personne en fonction de ses appétences, des valeurs et ce qui est important pour cette personne dans le cadre du travail. Exactement. Alors du coup, ces bullshit jobs, qu'est-ce que ça amène? Alors, dans un premier temps, donc peut-être avez-vous déjà entendu parler hein, de ces trois notions. Il y a d'abord donc le burn-out, donc plus connu hein, bien sûr, qui est donc qui se traduit par un épuisement professionnel de par une charge de travail conséquente. Donc ça, c'est le terme qu'on connaît pratiquement tous hein, aujourd'hui et qu'on entend bien souvent. Tout à Ensuite, fait. Tout à fait. allez, Le burn-out est assez connu aujourd'hui et pas suffisamment assez tôt, en tout cas, identifié. Il y a des signes d'alerte qu'il ne faut pas louper. Donc, il faut s'écouter, il faut faire le point sur sa situation pour voir ce qu'il en est avant d'en arriver là, j'ai envie de dire. exactement, tout à fait. Alors, une autre Ensuite, conséquence de ces situations-là, d'épuisement ou bien de manque de sens, en tout cas, que tu on a allais ce qu'on évoquer. appelle donc, oui, excuse-moi Caroline. Je t'en prie. Oui, donc du coup, on a une deuxième notion qui s'appelle en fait le bore-out. Alors le bore-out, donc pareil, donc c'est une nouvelle notion qui est donc de l'épuisement professionnel par l'ennui, le manque de défis, d'objectifs à atteindre. Donc ça peut être un salarié qui n'a pas de mission concrète, il arrive le matin donc à son poste, mais il n'a pas de mission attribuée, c'est pas trop ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire. Et à force, il peut commencer à ressentir de l'ennui. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc, le bore-out. Mais donc, ça peut être très négatif aussi de ne pas avoir de mission attribuée et pas savoir quel est son objectif de la journée. Exactement, on rejoint cette idée de sens au travail, c'est-à-dire que la question qui finit par se poser, c'est pourquoi je viens? Ça sert à quoi? Est-ce que j'ai besoin de venir? Et ensuite, ça peut se décliner sur des états, en tout cas psychologiques dévastateurs, hein, parce que si on se sent inutile, à un moment donné, on n'a plus envie de rien faire. Donc, c'est un cercle, en tout cas, assez Oui. vicieux, hein, qui peut toucher toute personne, en tout cas. Et enfin, une troisième Et enfin, le conséquence. troisième, le burn-out. Alors, c'est quoi le burn-out? Donc, c'est une baisse de l'engagement résultant d'une perte de sens au travail. Donc, il est directement en fait issu hein, donc, du burn-out qui correspond donc à l'épuisement professionnel, mais il va se traduire littéralement donc par une baisse de courant. Donc, la douleur, le malaise ressenti suite à la perte de sens et de ses objectifs de travail et l'incompréhension complète de son rôle dans la structure de l'entreprise. Donc voilà, donc on a ces trois notions. Chaque salarié voilà, peut, du moins en fonction de la raison, ressentir hein, soit du burn-out ou du burn-out. Mais dans tous les cas, ces trois éléments sont quand même importants à détecter. Et on va le voir par la suite, il y a des questionnements justement pour se poser les questions, est-ce que je suis dans cette situation?
Alors, du coup, on a quand même fait un focus sur le brown-out, puisque comme c'est une notion assez neuve, hein, voilà les questionnements qu'on peut avoir si on a un petit doute sur suis-je dans cet état-là ou pas. Donc, première question, ai-je le sentiment d'être inutile au travail? C'est-à-dire, quand je me lève et quand je viens pour exercer mes missions, est-ce que je me sens inutile? Est-ce que je suis utile? Est-ce que je perçois l'utilité de ce que je fais? Exactement. Et en fait, on pourrait inverser la question, Caroline, c'est de se demander finalement, euh, qu'est-ce que je fais aujourd'hui d'utile aussi? Parce que ai-je le sentiment d'être inutile? C'est aussi, on pourrait se poser la question, donc, est-ce que je me sens utile? Tout à fait. D'identifier exactement, voilà, ce qui rend la personne utile sur son poste. Oui, c'est de se dire, quand je viens et que j'exerce ces missions, à quoi ça va servir derrière? Donc, du coup, est-ce que ce que je fais là tout de suite, ça sert à quelque chose finalement? Quelque chose. Mm, Voilà, mm. c'est ça. Et ça rejoint la question du mon travail a-t-il du sens? C'est-à-dire, Tout à à fait. quoi ça sert? Exactement. Donc, ça peut être, est-ce que je perçois mon travail de manière positive en termes de salaire, d'organisation qui sont en adéquation avec mes valeurs, mes compétences, ma relation avec mes collègues ou mes supérieurs hiérarchiques. Tout à fait. Alors, si sur ces trois premières questions, il y a une réponse, en tout cas négative, ai-je le sentiment d'être inutile au travail? Non, plutôt positive. Ai-je le sentiment d'être inutile au travail? Oui. Est-ce que j'effectue des tâches sans comprendre leur utilité et leur finalité? Oui. Mon travail a-t-il du sens? Non, pas forcément. En tout cas, je ne sais pas. Et est-ce que je souffre de plus en plus de cette situation? Donc là, on va vraiment se resituer, de se dire, voilà, comment je me sens par rapport à tout ça? En tout cas, ce que je subis, en tout cas, quand je pense à mon travail, et du coup, est-ce que j'en souffre? Et si j'en souffre, est-ce que c'est une souffrance que j'arrive à gérer, où je me dis, voilà, je vais pouvoir me mettre un coup de boost et je vais pouvoir remonter un petit peu par rapport à cette situation-là, ou bien est-ce que c'est une situation qui, justement, qui perdure et qui me fait descendre mon énergie et ma motivation? D'où la question, suis-je du coup moins attentif ou moins attentive? Exactement. Alors, on reviendra sur les questions parce que du coup, en partage d'écran, je n'ai pas la visibilité là-dessus, mais en tout cas, on reprendra les questionnements et les remarques que Oui, vous avez oui, tout faites à fait. en fin de webinaire. On se gardera un bon quart d'heure pour échanger. Du coup, ces questions étant posées, on attaque la modalité, en tout cas la notion de facteur du sens et de manque de sens au travail. Exactement. Donc, avant d'introduire donc sur ces trois facteurs positifs et négatifs, donc je voudrais juste refaire un petit aparté en fait suite à une étude qui a été menée par AGRH. Et donc, on peut voir en fait que il y a eu donc sur 129 répondants, 85 femmes et 44 hommes. Et donc, sur la majorité des répondants, en fait, 57% estiment que certains facteurs de sens évoluent et d'autres restent identiques. C'est-à-dire que 77% des personnes interrogées estiment aujourd'hui trouver du sens à son travail. Et ils définissent que lors d'un moment porteur de sens, les répondants estiment donc avoir un surplus de motivation, de la joie, de la fierté, une forme d'harmonie intérieure. Et les personnes qui ont répondu au contraire dans la négative, où ils ont ressenti un moment en fait qui n'a pas fait sens, ils ont exprimé avoir ressenti donc de la démotivation, du détachement, de la colère, de la culpabilité et de la frustration ou bien de la déception. Donc on peut dire qu'en fait il peut exister comment dire une corrélation en fait entre sens et ressenti et estime de soi aussi, car plus de 2 tiers en fait des répondants font de la quête du sens un but élevé en fait dans la vie. Alors oui, oui, Donc, oui. Alors la notion d'estime de soi est très importante hein, parce que parfois elle est très liée à ce que nous faisons professionnellement parlant. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que ça peut être à la fois très positif quand on voit en tout cas le top 3 des facteurs porteurs pour justement avoir ce sentiment d'utilité, avoir une qualité du collectif et des relations et un impact sociétal en tout cas positif, hein, parce que là, on est vraiment dans une dynamique
où on a le sens au travail, où on se sent utile, on sait où on va. Donc forcément, il y a un impact aussi sur le soi. Et à l'inverse, des facteurs destructeurs, hein, quand justement on n'arrive plus à savoir pourquoi on y va, on retrouve en tout cas dans les conditions de travail de l'individualisme, de l'absence de collectif, un manque d'autonomie et de confiance et un manque d'utilité perçue. Donc voilà, on a vraiment le pendant, on va dire, positif quand on arrive à avoir du sens au travail et le pendant très négatif quand ça questionne et quand c'est subi. Alors du coup, pour avancer sur sa quête de sens, si je peux dire ça comme ça, C'est ça. il y a plusieurs petites étapes, plusieurs petites choses à faire qui ne sont pas très compliquées, mais qui peuvent en tout cas vous permettre d'avancer et d'essayer en tout cas de retrouver du sens au travail. Oui, c'est ça, exactement. Donc déjà, donc sur cette première piste, on pourrait donc se poser la question, donc comment s'y prendre pour la quête du sens, en fait? Qu'est-ce qui relève de la responsabilité de l'entreprise ou de votre responsabilité, hein, de la responsabilité de l'individu? Donc le sens comme un processus de recherche, en fait, d'équilibre entre ses aspirations propres et ce que va offrir, en fait, l'entreprise. Donc, si vous voulez donner du sens à son travail, ça relève donc de plusieurs champs, en fait, d'action, hein. Donc, ça peut être là, prendre du recul sur sa propre contribution. Tout à fait. Tout à fait. Je rebondis hein, juste 2 petites secondes. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir du sens au travail, c'est un travail commun, à la fois de la responsabilité de l'entreprise, mais à la fois d'une responsabilité propre à chacun, parce que chaque individu est différent, voit en tout cas le sens au travail en fonction de qui il est. Donc, à un moment donné, si la personne ne met pas, en tout cas, en lumière ce dont elle a besoin, quel est son sens premier pour le travail ou autre chose, la personne ne pourra pas, en tout cas, mettre des mots sur ce qui l'anime. Oui, complètement. Et en plus, du coup, après, il y a aussi des questionnements, hein. C'est-à-dire que faut pouvoir identifier dans cette prise de recul sur sa contribution, en fait, c'est d'identifier, eh bien, l'importance de ces tâches dans l'organisation globale, pour donner du sens, par exemple, à des tâches répétitives. Comme tu disais tout à l'heure, Caroline, on fait partie d'une chaîne, on est un maillon et c'est d'avoir une vision plus globale de à quoi ça contribue. Tout à fait. Alors, ça peut être aussi, donc la deuxième piste, créer du lien donc au travail, c'est-à-dire découvrir par exemple le métier de vos collègues, demander donc à vos collègues hein, ce qui fait sens chez eux, qu'est-ce qui fait sens dans leur mission, et de pouvoir aussi comparer hein, les différents ressentis sur l'utilité qu'ils trouvent à travailler en fait dans la même entreprise que vous. Donc c'est bien aussi voilà, de rencontrer des homologues pour pouvoir partager, pour voir ce que chacun retrouvent comme sens ou identifient comme sens dans leur mission, en fait, au sein de la même entreprise. Alors effectivement, ces temps d'échange, en tout cas entre collègues, sont importants d'une part pour créer du lien. On peut avoir un emploi hyper compliqué, hyper difficile, mais quand il y a en tout cas ce relais et ce lien, on va dire, assez social et une bonne entente entre les collègues, ça donne toujours envie d'y retourner parce qu'on sait qu'on va malgré tout passer un bon moment. Alors au-delà de ce côté un peu sympathique avec les collègues, tu l'as dit, c'est aussi de pouvoir s'intéresser à ce qu'ils font pour justement voir un petit peu toute la dynamique autour de l'entreprise, c'est-à-dire à quoi je sers moi, est-ce que ça va servir à lui et ce qui s'ensuit. Et du coup, ça vous permet de vous réinsérer, de vous réintégrer en tout cas dans quelque chose d'assez global. Donc ça, c'est important. Ce lien, au-delà d'avoir ce côté assez positif, ça peut être aussi l'occasion d'évoquer ce qui est compliqué dans l'entreprise, ce qui a du sens ou pas pour les autres, parce que si à un moment donné, tout le monde se rend compte qu'une tâche n'a aucun sens, ça peut être aussi l'occasion collectivement d'évoquer que ce point-là ou cette tâche ou cette mission-là n'a pas de sens pour preuve, tel service ne l'utilise pas au final. Donc l'idée, c'est aussi Exactement. de participer à une co-construction de process d'amélioration continue et je pense qu'on peut aller tous vers un cercle vertueux en étant en tout cas dans cette dynamique-là. Alors,
Ça peut être aussi, on peut se poser la question aussi de réfléchir sur des nouvelles façons de s'engager, en fait, de s'impliquer. Par exemple, en fait, on peut faire partie de s'engager environnementalement. Ça peut être de voir en fait ce que fait votre entreprise. Si vous avez par exemple une sensibilité à l'environnement, etc., de voir en fait, d'apporter votre contribution si vous avez des connaissances, faire partie du CSE, apporter voilà des questionnements, mais aussi des éléments de réponse en fait. Donc, ça peut être aussi voilà s'engager au sein de l'entreprise sur diverses thématiques qui pourraient, dont vous êtes sensible en fait. Donc, Au-delà allez. des... Oui, Oui, pardon. Caroline. Juste pour compléter sur les notions d'engagement, alors effectivement, on parle beaucoup d'environnement, mais on parle peut-être pas assez non plus d'un engagement du type mentorat ou Oui, tutoring ou accueil exactement. de stagiaires. On parle aussi actuellement de difficultés de recrutement. Je pense que ça peut être aussi une façon de s'engager pour parler de son métier, parler de son entreprise pour justement se ressentir utile dans sa structure et de pouvoir accueillir par exemple des stagiaires pour justement ou demain déclencher du recrutement ou donner de l'appétence sur les fonctions et les métiers que vous exercez. C'est aussi une autre façon de s'engager qui pourrait être bénéfique au-delà de la société, au-delà pour vous. Ça peut être bénéfique en tout cas pour tout le maillage territorial et toutes les difficultés que tout le monde rencontre aujourd'hui. C'était Oui, juste une complètement. aparté Non, pour non, le mais tout mentorat et le à fait. tutorat. Oui, c'est vrai, et c'est vrai que sur le mentorat et le tutorat, le fait de pouvoir transmettre hein, à des nouveaux salariés, ça peut aussi vous valoriser, valoriser vos compétences, votre capacité à transmettre, et du coup vous sentir utile, non pas que en tant que juste exécutant sur votre mission, mais le fait de partager et transmettre à un nouvel arrivant. Voilà, ça peut être aussi une suggestion de pourquoi pas vous proposer auprès de votre employeur de former en fait les futures équipes. Exactement, et ça rebooste l'estime de soi, mine de rien. Parce que de Oui, montrer ce qu'on sait faire, de remettre des mots sur ses compétences, ça booste quand même un petit peu l'estime de soi. complètement. Donc, contribuer à la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc là, ça peut être, voilà, comment je peux exploiter mes compétences dans ce cadre-là, en fait. Est-ce que j'ai des compétences extra-professionnelles et donc je peux apporter, voilà, ma contribution sociale à l'entreprise, comme je le disais tout à l'heure, sur diverses thématiques. Donc après, c'est à voir en fait au sein de votre entreprise de quoi il est question en ce moment. Est-ce qu'il y a des thématiques prioritaires, urgentes à traiter? Et donc, si vous avez, vous, une appétence, pourquoi pas aussi proposer votre contribution. Alors tout à fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le cadre du RSE des entreprises, il y a des possibilités, je dis n'importe quoi, pour un comptable par exemple qui souhaite s'investir, avoir un investissement sociétal, de pouvoir en tout cas négocier un contingent d'heures pour aller aider une association dans le cadre de sa comptabilité. L'entreprise peut, en tout cas, dédier ce nombre d'heures-là et avoir une défiscalisation ensuite. Donc voilà, il y a des leviers qui existent, il ne faut pas hésiter à aller se renseigner parce que la quête de sens, ça peut être du coup au sein de l'entreprise, mais aussi en externe. Vous avez des compétences Exactement. qui peuvent servir beaucoup d'associations. Je pense par exemple à des services de communication parce que les associations ne sont pas dotées financièrement pour aller charger un chargé de com, par exemple. Et là, l'idée, c'est aussi à chacun de pouvoir proposer, en tout cas, ses compétences dans d'autres cadres. Pour du coup, j'en profite, ça me fait quand même une petite transition, pour du coup évoluer personnellement, parce qu'avec ce sentiment, voilà, de pouvoir aider notre structure avec ses compétences qui semblent très éloignées de ce qu'ils font, par exemple, j'évoquais la communication ou la comptabilité, pouvoir aller aider une association dans ce cadre-là, et professionnellement. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être dans un cercle vertueux où vous pouvez vous sentir bien, continuer à évoluer, continuer à vous former, continuer à acquérir des compétences et de pouvoir voilà, contribuer et à faire augmenter en tout cas et votre bien-être et l'environnement de travail dans un environnement sain et serein. Oui, c'est ça. Il y a diverses, voilà, il y a diverses pistes. Hein. Après, bien entendu, à chacun de voir personnellement.
Bien entendu, ce ne sont pas des pistes miracles, mais peut-être qu'il y en a une ou deux qui vous parleront et qui sont exploitables ou à exploiter. Une autre Alors, pratique. on va parler donc du slow working. Alors, le slow working, donc, qui veut dire travailler plus lentement. Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire et voilà, donc, entre guillemets, se la couler douce au travail. Non, non, c'est pas ça. En fait, voilà, c'est travailler, comment dire, plus efficacement, enfin, mais mieux, en fait. Si vous voulez, c'est prendre son temps, voilà, être plus performant en arrêtant, en fait, de brasser de l'air inutilement. Et donc, du coup, d'être plus efficace, de prioriser, en fait, hein, les longues lignes de tâches à faire. Et donc, du coup, d'être en mesure. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, diverses tâches, c'est d'être capable en fait de prioriser. Et ça ne veut pas dire en fait travailler plus lentement. C'est je hiérarchise en fait mes tâches. Si j'en ai 30 aujourd'hui, j'ai 30 tâches à faire. Non, il faut pouvoir les mettre en 4 catégories. Voilà, gestion priorité numéro 1, 2, 3, 4, ce qui doit être fait maintenant, à moyen terme et à long terme. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le slow working, en fait. Hein, c'est une pratique donc, de hiérarchisation en fait, des priorités. Et donc, on ne sait pas travailler de manière plus lente. D'accord. Alors moi, je le voyais aussi dans un autre sens, le slow working, pour compléter. C'est qu'à un moment donné, quand on sature, on sature. On a tendance à se culpabiliser justement par rapport à cette longue liste de tâches. Et l'idée, c'est est-ce qu'on ne serait pas plus efficace à s'accorder une petite pause de 5-10 minutes justement pour aller discuter un petit peu avec les collègues et revenir justement beaucoup plus se concentrer parce qu'on a eu ce temps un petit peu de pause pour justement être beaucoup plus efficace finalement. Donc l'idée, c'est Complètement, vraiment, Caroline. oui, le slow working, c'est vraiment cette idée de se déculpabiliser un petit peu au lieu d'aller hyper vite et de faire tout machinalement, ce qui pourrait entraîner une perte de sens finalement, hein, parce qu'on ne prend pas le recul nécessaire sur ce qu'on fait. L'idée, c'est vraiment de, voilà, de se dire à ce moment-là, je suis un petit peu saturée, puisqu'on ne va pas jusqu'à la saturation totale. Je vais quand même m'accorder une pause, même si il me reste encore 15 000 choses à faire. Parce qu'avec cette pause, je serai beaucoup plus efficace. Complètement. Oui, oui, c'est pas voilà, se faire une pause. Hein, voilà, ça vous permet aussi hein, de voilà, prendre du recul. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la machine à café, mais par exemple, donc la machine à café, c'est vraiment un temps informel. On discute avec ses collègues, généralement du travail en plus, hein, donc du coup de ce qu'on est en train de faire sur le projet sur lequel on est en train de travailler. Donc voilà, ça vous permet d'échanger, de prendre du recul, de reposer les choses et après de repartir plus efficacement sur la prochaine, donc après votre pause, sur la prochaine mission. Et d'ailleurs, en fait, hein, si vous voulez creuser un peu cette notion, hein, donc il y a un tableau qui a été fait qui s'appelle le tableau d'Eisenhower et voilà, qui permet en fait d'apprendre à hiérarchiser ses tâches et qui met des temps. Je travaille pendant 1 heure sur cette mission-là. Je m'octroie une pause ensuite de 15 minutes. Ensuite, j'y retourne. Je refais un travail de 45 minutes et ainsi de suite. Mais surtout, voilà, ne pas enchaîner. Oui. Alors du coup, je complète, sachant que pour le petit truc sympa, c'est que pendant ces pauses café, généralement, il y a des idées qui émergent. Donc c'est tout, c'est parfois très bénéfique, justement. Alors, piste 7. Disons que la piste 7, en fait, hein, donc ça, après, voilà, une fois que vous êtes posé toutes ces questions de qu'est-ce que je peux faire pour redonner du sens à mon travail, et si jamais, eh bien, vous n'y trouvez pas de réponse et que vous avez fait le tour et qu'il n'y a pas forcément de possibilité, bah, ce qui reste après, c'est soit de changer de secteur ou d'entreprise aussi. Ça peut être une éventualité de réfléchir, bah, cette entreprise, je n'ai plus rien à apporter à cette entreprise ou elle aussi, hein, on a fait le tour. Et donc, du coup, pourquoi pas transférer mes compétences dans une autre entreprise et proposer de nouveau mes compétences à une nouvelle entreprise avec peut-être des valeurs qui me correspondent, qui répondent à mes besoins et à mes aspirations. Tout à fait. Hop. Alors, les 10 étapes pour se recentrer sur l'essentiel. Quand avez-vous été le plus satisfait dans votre vie professionnelle? Donc, quelques questions qui vous permettraient d'y voir plus clair.
Donc là, oui, donc on va prendre un petit temps en fait. Hein, donc ça peut être voilà ces questions-là. L'important, c'est vraiment voilà d'identifier. Alors ça peut être soit travailler seul et on rebondira après, ou alors en étant accompagné. Mais voilà, de vous poser les questions hein, à un moment donné. Voilà, quand ai-je été satisfait dans ma vie professionnelle, et d'identifier un moment clé, un instant T qui vous a donné de la satisfaction. Et pourquoi pas le poser aussi à l'écrit, parce qu'avoir un visuel, ça permet de faire un écho. Donc, Exactement, c'est ce qui rejoint un petit peu ce qu'on appelle, nous, les réalisations probantes. C'est de se c'est ça. focaliser sur une action très positive pour justement pouvoir se revaloriser et remettre des mots sur nos compétences, sur ce qu'on a pu faire. Et là, Exactement. généralement, quand on fait ce travail-là, ça fait un bien fou parce qu'on se rend compte que on utilise beaucoup de choses au quotidien, mais comme on a, entre guillemets, la tête dans le guidon, on n'a pas le sentiment de faire beaucoup de choses. Mais quand on prend ce petit temps, en tout cas, de recul et pour poser les choses, eh ben, on se rend compte qu'on est tous des warriors. Si je peux dire Complètement, ça comme oui. ça. Non, mais c'est vrai, on a tous tendance à se focaliser sur le négatif, alors que si on prend un petit temps, voilà, pour identifier le positif, il y a forcément en fait du positif qui ressort chez vous. Alors du coup, la deuxième petite question, que considérez-vous comme votre plus grande réussite au niveau professionnel? Alors ça, c'est toujours la même thématique, hein, c'est vraiment de se recentrer sur des choses réussies. Comme le disait Angélique, c'est pas naturel de se valoriser, de dire qu'on a réussi telle chose, telle chose. On est beaucoup plus dans la critique Mm. et on est encore plus dur dans la critique envers nous-mêmes, ce qui est super grave. Donc l'idée de ces exercices-là, c'est vraiment de se revoir tel qu'on est en réalité, hein, avec les belles choses qu'on a pu mettre en œuvre et qu'on a pu réussir en tout cas dans sa vie professionnelle. Pensez à une situation aussi concrète dans laquelle vous avez senti cette réussite le plus intensément. Même si vous l'avez gardée pour vous, voilà, c'est vraiment, est-ce que vous avez ressenti de la joie, de la satisfaction, de l'estime, même si ça n'a pas forcément été valorisé par autrui, mais au moins vous, comment l'avez-vous ressenti, et est-ce que au fond de vous, vous avez ressenti une joie intérieure, De la fierté aussi, parce que parfois fierté, c'est etc. important. Donc dans ce cadre-là, hein, rappelez-vous vraiment le moment précis, le poste, l'entreprise, votre ressenti, les personnes qui étaient là avec vous, que faisiez-vous et quelles étaient vos pensées. Alors, quatrième étape pour se recentrer sur l'essentiel. Quel était l'endroit où cela a-t-il eu lieu? Donc, l'idée, c'est vraiment de bien formaliser cet exemple de réussite que vous avez pour vraiment vous remettre en condition positive, j'ai envie de dire, d'acceptation de cette réussite. Quelle ambiance, culture, collègues, patron, responsable? Est-ce que j'étais dans une entreprise, une organisation, une association? Qu'avez-vous le plus apprécié dans tout cela? Donc là, c'est la vraie question, c'est est-ce que j'ai apprécié justement ce niveau de réussite pour moi? Est-ce que j'ai apprécié qu'on me félicite? Est-ce que j'ai apprécié que mes collègues étaient tous autour de moi? Voilà, l'idée, c'est vraiment toujours de se faire un retour un petit peu en arrière pour avoir ces éléments positifs qui puissent ressortir. Et je tiens à préciser aussi, Caroline, ça peut être aussi une valorisation. Alors, c'est pas forcément que professionnel, hein, c'est aussi vos réussites personnelles. Si vous faites, comme on le disait tout à l'heure, si vous êtes bénévole, ou si vous vous investissez dans autre chose, sur des activités extra-professionnelles, voilà, le but, c'est aussi de pouvoir se valoriser et de voir de quoi, parce que des compétences, on peut développer des compétences en étant autodidacte, et donc qu'on se sert dans des activités extra-professionnelles et qui peuvent servir aussi après dans la vie professionnelle. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, parce que là, on s'est vraiment centré sur le professionnel, mais parfois, on a beaucoup de personnes qui travaillent pour travailler, pour avoir le salaire qui va bien, mais qui s'épanouissent et qui trouvent du sens à côté sur d'autres choses. Et là, du coup, Exactement. on retrouve cette idée d'équilibre, en fait. C'est je C'est viens ça. bosser. Pour moi, le boulot, c'est surtout un salaire. Voilà, je n'ai pas besoin de plus. Mais derrière, voilà, je suis investie dans telle chose, je suis investie dans une asso, je suis investie dans les parents d'élèves, enfin, plein d'autres choses qui lui suffisent pour son épanouissement personnel. C'est pour ça qu'on disait depuis le début, c'est vraiment intrinsèque à la personne. Et à l'inverse, Oui. on a d'autres personnes où le boulot, je ne vais pas dire que c'est presque toute la vie, mais c'est une satisfaction importante et c'est une envie importante de se sentir, en tout cas,
partie prenante reconnue dans le travail. Et c'est là que toutes ces questions-là, en tout cas, ce petit recentrage sur soi est important. Alors, du coup, sur une échelle de 0 à 10, où le 0 signifie très mauvaise et 10 signifie idéal, où placeriez-vous cette fameuse situation qu'on évoque, en tout cas en exemple depuis tout à l'heure, par rapport à votre parcours personnel? Oui, c'est ça, hein. L'idée, c'est de, voilà, vous prenez une feuille blanche et donc sur une échelle donc, de 0 à 10, comme vous pouvez voir ici sur le schéma, voilà, c'est de placer votre niveau, hein, de satisfaction et de placer cette situation. Et comme ça, au moins, vous allez avoir un visuel du résultat, en fait. 8e étape, sur la même échelle, où placeriez-vous votre situation professionnelle actuelle? Donc, pareil, là, dans la même idée. refaire un focus sur le présent et de se dire, bah voilà, où j'en suis par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai vécu, qui était génial, à aujourd'hui, où est-ce que je me situe? Et que pourriez-vous faire pour monter d'un cran sur cette échelle? Quelles sont les compétences, les qualités, les capacités mentionnées auparavant que vous pourriez mobiliser et comment? Donc l'idée, c'est que si vous êtes sur un cran en dessous de ce que vous aviez vécu sur cette fameuse expérience-là, c'est de pouvoir trouver en tout cas les leviers dont vous êtes en tout cas responsable. Hein. C'est comment moi, du coup, je peux faire pour faire monter un petit peu cette échelle, pour faire monter ce curseur-là. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser? Quelles sont les compétences que j'avais utilisées auparavant et que je peux réutiliser justement pour booster tout ça? Mes qualités et comment je peux les mobiliser? Et du coup, par quoi allez-vous commencer et quand allez-vous le faire? On est sur l'idée. C'est l'important plan d'action. Voilà en tout cas pour cette première partie. Alors, dans tout ce cheminement, il existe en tout cas, donc ce cheminement qu'on vous a exposé peut se faire tout seul, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe aussi ce qu'on appelle mon conseil en évolution professionnelle, où il y a des conseillers, donc comme Angélique, qui peuvent vous recevoir pour justement faire tout ce travail d'introspection avec vous et pour pas que vous soyez seul, en tout cas dans ces démarches-là. Parce qu'on le sait, hein, quand on n'est pas bien au travail, on a tendance à en parler à son conjoint, sa conjointe, son ami, enfin voilà, à l'entourage, sauf que l'entourage a aussi leur journée de travail dans les pattes et ne sont pas en tout cas pour le moment disponibles pour balayer en tout cas toute votre situation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des conseillers en évolution professionnelle qui sont là pour ça et en plus, c'est gratuit. Donc, j'ai un peu débordé sur la slide suivante, excusez-moi. Oui, non, mais voilà, donc en effet, hein, donc pour y venir, en fait, hein, donc le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Donc, comme on le disait tout à l'heure, hein, pour faire ces petits exercices, justement, comme on disait, c'est pas forcément facile de faire un travail d'introspection, justement, parce que peut-être n'avez-vous pas les outils, les supports. Donc, en fait, le conseil en évolution professionnelle, ça va être aussi ça. Ça va être, en fait, de vous appuyer, en fait, d'appuyer, hein, donc tout salarié actif ou indépendant, voilà, pour faire le point sur votre situation professionnelle et donc d'échanger, d'élaborer, de formaliser pour mettre en œuvre une stratégie visant à l'évolution de votre vie professionnelle. Et donc, comme on le disait, c'est un accompagnement gratuit, qui est confidentiel, qui est neutre et qui est accessible et impartial. Donc, ça reste entre le conseiller et vous, si jamais vous sollicitez un jour le conseil en évolution professionnelle. Alors, il y a plusieurs intervenants qui délivrent le conseil en évolution professionnelle, parce qu'il faut savoir que le conseil en évolution professionnelle, c'est vraiment une philosophie qui permet en tout cas à chacun d'être acteur de sa vie professionnelle et de reprendre en tout cas en main les choix qui s'offrent à lui, que ce soit des choix de formation, des choix de reconversion, des choix d'évolution au sein de son entreprise. Donc, pour tout le public salarié du secteur privé et travailleurs indépendants, vous retrouvez en tout cas les opérateurs sélectionnés par France Compétences. Pour les personnes qui sont cadres, vous avez l'APEC. Pour les demandeurs d'emploi, vous avez Pôle emploi. Pour les moins de 26 ans, ce sera les missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, ce sera avec le CAP emploi. Alors, on l'a dit, hein, le conseil en évolution professionnelle est vraiment là pour vous soutenir dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie qui peut varier. Je l'ai évoqué tout à l'heure, le développement des compétences, une certification professionnelle, une mobilité interne ou externe, une reconversion ou une transition professionnelle, l'évolution professionnelle dans son sens large, ou être accompagné également dans la reprise ou la création d'activités. Donc, le panel est très, très large.
Mm. Et je tiens à faire vraiment ce petit focus là qu'on va avoir sur cette slide là. C'est sur cette première phase, en tout cas, de conseil individualisé et adapté, où on laisse la personne, en tout cas, s'exprimer plus que librement, hein, parce qu'on a un rendez-vous d'1 heure et demie avec chaque bénéficiaire pour justement poser les choses et faire la distinction entre la demande qui arrive et le besoin réel, c'est-à-dire le besoin avec cette prise de recul. On peut venir et demander quelque chose parce qu'on croit que tout de suite c'est ça dont j'ai besoin, mais en prenant ce temps de recul, d'échange et de mise en perspective de sa situation, on se rend compte que parfois le besoin c'est pas du tout ça. Et ce point-là est Exactement. très Mm. important. Angélique, peut-être C'est que tu vrai, vas hein. en parler peut-être mieux que moi, mais Oui, c'est vraiment un temps fort en tout cas de l'accompagnement. complètement, tout à fait. Juste à titre d'exemple, hein, voilà, on peut avoir, moi j'ai des personnes qui viennent me voir pour un premier rendez-vous et d'entrée de jeu, la demande, ça va être je veux changer de métier, je ne suis pas bien dans l'entreprise et je veux me reconvertir. Donc, clairement, changer de métier. Donc, tout l'objectif de notre entretien de ce jour et ensuite, pourquoi pas de l'accompagnement, ça va être d'identifier les vraies raisons parce que parfois, il n'y a pas forcément besoin de changer de métier. Peut-être que voilà, si on apporte aux bénéficiaires les outils pour justement faire un travail d'introspection, c'est de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à vouloir changer? Qu'est-ce que je ressens? Quelles sont les causes? Et peut-être que finalement, des fois, il ne faut pas changer de métier, mais tout simplement peut-être changer d'entreprise ou évoluer en compétences. Voilà. Et donc, ça va permettre tout au long de l'accompagnement d'identifier les vraies raisons pour ensuite amorcer un travail, à voir après hein, si la personne se reconvertit ou pas. Mais c'est ça la différence, besoin, la demande initiale et cerner le vrai besoin réel. Exactement. Du coup, à partir du moment où la personne souhaite entamer un projet de reconversion, finalement, hein, par rapport à son besoin réel, on passe dans une phase d'accompagnement personnalisé où on va vraiment accompagner la personne dans l'élaboration et analyser la faisabilité du projet et réfléchir à un plan d'action cohérent et pertinent par rapport au marché du travail pour qu'elle soit sécurisée, mais par rapport à elle et ses envies surtout. Et son contexte aussi, hein, puisque je pense pas notamment à un créateur d'entreprise, à un porteur de projet, il faut quand même aussi verrouiller le contexte personnel hein, avant de se lancer. Donc on est vraiment en phase avec tout ça dans le cadre de cet accompagnement. Alors, du coup, pour prendre rendez-vous et pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement, hein, vous avez un site mon-cep.org où vous pourrez en tout cas retrouver tous les acteurs délivrant le CEP que je vous ai cité tout à l'heure en fonction de votre localisation, votre département et votre statut. Merci pour votre écoute. Alors du coup, c'était un sujet très riche en échange avec Angélique. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Je vais sortir du plein écran. Alors, si nous reprenons donc depuis le début, alors, les questions. Hop. Alors, nous avons là en tout cas 9 questions. Je ne sais pas si on pourra toutes les balayer, mais je vais peut-être les prendre dans l'ordre, Angélique, si tu veux bien. Oui. Certains salariés, alors une question de Lise. Certains salariés en entreprise ont des compétences inexploitées et ou obstruées par un mal-être car ils ne trouvent pas leur place de par la nature même de leur travail. Quel levier pourrait-on activer pour permettre de pallier à ce problème? GPEC, pourquoi pas? Alors du coup, oui, en effet. Oui, vas-y. Excuse-moi. Si vous avez bien suivi le petit webinaire, hein, il y a une action très concrète qui peut être mise en place rapidement. C'est aussi évoquer le conseil en évolution professionnelle pour que déjà cette personne-là puisse mettre des mots sur les compétences inexploitées. Ça peut être ça. Comment elle va les valoriser? Peut-être que l'entreprise n'est pas au courant hein, de toutes ces compétences qu'elle pourrait utiliser. Et faire ce travail, en tout cas, d'identification de ces compétences va déjà générer, on va dire, une action positive sur justement cet effet mal-être. Parce que comme on l'a dit, hein, ne serait-ce que de verbaliser ce qu'on fait, le conscientiser, déjà, c'est beaucoup pour l'estime de soi. Et ensuite, à travers ces échanges-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on invite aussi le salarié à évoquer, en tout cas, leur parcours, leurs envies et leur avenir, en tout cas au sein de ces structures-là, à travers les entretiens professionnels. C'est le temps fort aussi pour échanger avec le salarié.
Et pourquoi pas effectivement intégrer en tout cas cette modalité dans le cadre de la GPEC, hein, bien sûr. Angélique, peut-être que tu veux compléter. Oui, justement, j'allais rebondir là-dessus. C'était surtout sur évoquer lors de vos entretiens. Parce que si votre employeur, vous ne lui formalisez pas vos besoins ou vos envies, bon, parfois l'employeur n'ira pas vous proposer de lui-même une nouvelle mission, un nouveau poste, une évolution. C'est aussi à vous, voilà, de pouvoir valoriser vos compétences et de lui proposer aussi, vous, en quoi vous pouvez évoluer. C'est une discussion, donc voilà, profitez de vos entretiens avec votre employeur pour justement évoquer ce fait que vous stagnez ou que vous avez des compétences inexploitées, parce que peut-être y aura-t-il une proposition ou une solution. Mais pour ça, il faut d'abord pouvoir aussi vous identifier vos propres compétences pour que vous ayez de la matière aussi lors de l'entretien afin de vous valoriser avec votre employeur. Oui, et le conseil en évolution professionnelle est aussi là pour ça, hein, pour accompagner dans la préparation aux entretiens pro. Alors, une question par rapport aux slides. Je crois que le support sera disponible, donc vous pourrez retrouver les premières slides en téléchargeant le support. Une question de Fabienne. Comment faire lorsque les managers ne sont pas attentifs à ces signes de burn-out et si les burn-out sont notamment provoqués par un mauvais management? Alors, nous, on n'a pas de solution miracle pour réajuster vos managers, si je peux dire ça comme ça. Néanmoins, comme on le disait, il y a aussi une responsabilité personnelle de se dire je veux m'en sortir, je veux aller vers du positif. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir en tout cas communiquer très largement sur ce dispositif qui est le CEP, parce que finalement, c'est gratuit, c'est un service public, c'est des professionnels qui sont là pour vous, pour écouter, pour vous aiguiller et vous rebooster, hein, le cas échéant, hein, parce que le fond même, en tout cas, des accompagnateurs, c'est surtout ça. Et peut-être inviter les managers qui sont mauvais, alors je veux bien les guillemets, parce que ça, c'est une notion aussi relative à chacun, de connaître le CEP, de pouvoir le mettre en place au sein des structures. Alors, le burn-out est-il un signe qui amène au burn-out ou y a-t-il une autre notion? Alors, on disait qu'en fait, le burn-out est issu directement du burn-out, mais on peut très bien être en burn-out et ne pas forcément ensuite ressentir des signes du burn-out, puisqu'en fait, les causes ne sont pas les mêmes. Donc, vous pouvez très bien rester dans cette catégorie du burn-out sans forcément passer dans un autre état, c'est-à-dire le burn-out d'épuisement professionnel lié à une surcharge. Et donc, non, ça ne va pas être les mêmes manifestations ni les mêmes symptômes. Et on ne passe pas d'une catégorie à une autre, pas forcément. Du coup, on a répondu à la deuxième question qui était liée à quels sont les signes du burn-out ou du burn-out. Ah non, pardon, oui, voilà. Quels sont les signes du burn-out ou du burn-out? On les a un petit peu évoqués à travers la slide. Il y a quand même une distinction entre les deux. Autant le burn-out, c'est vraiment une surcharge mentale, une surcharge plus, j'ai envie de dire. Et le burn-out, c'est plutôt l'inverse, où voilà, on vient, on ne sait pas quoi faire. Je dis par exemple un exemple, je dois venir pour faire une journée de rendez-vous, finalement il n'y a personne, on ne m'a pas donné de tâches complémentaires à faire, donc je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas pourquoi je me suis déplacée, je ne sais pas pourquoi je suis venue. Donc le burn-out, c'est plus ça, avec un véritable ennui, parce que pas d'objectif fixé et pas de vision globale, en tout cas, par rapport à mon travail. Angélique, tu veux peut-être compléter ? Oui, de toute façon, et en effet, alors l'ennui, comment il se manifeste? Ça peut être tout simplement aussi à un moment donné où vous n'avez plus goût, en fait, vous désinvestissez, en fait, au fur et à mesure, parce qu'il y a rien à faire. Donc, du coup, vous avez du mal à vous mettre en action, puisqu'il n'y en a pas. Voilà, ça peut être ça, un des signes. Ça peut être la dévalorisation. Je ne sers à rien. Exactement. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a des questionnements à se poser et d'essayer d'y répondre justement. Est-ce que je me situe dans cette catégorie-là? Et là, vous pouvez t'accompagner aussi. Alors, une dernière question, parce qu'il nous reste une toute petite minute. Est-ce qu'il existe une liste des jobs à la con? Comme on le disait tout à l'heure, en fait, le but de l'anthropologue David Graeber, ce n'est pas d'établir une catégorie de liste de jobs à la con, puisqu'en fait, au contraire, il ne faut surtout pas dire que tel job est un job à la con. On a dit tout à l'heure que c'était une perception du salarié. Il estime que la mission qu'il exerce n'a aucun sens et ne contribue à rien dans l'entreprise.
Par contre, un autre salarié pourrait très bien vous répondre, mais moi, j'y trouve du sens à ce que je fais, donc sur la même mission. Donc voilà, non, le but, c'est pas de catégoriser les jobs à la con, c'est surtout votre ressenti à vous. Ce que je fais, ça sert à rien. Bon, bah, c'est votre ressenti à vous, mais c'est pas forcément le même. Donc non, il n'y a pas de catégorisation des métiers. Alors, du coup, le support, oui, il sera disponible, pas de souci. Et on arrive au terme. Je suis désolée, nos petites 5 minutes d'aléa du début nous coupent Oui, un petit peu dans la lancée. Néanmoins, on vous remercie. Les questions étaient très pertinentes. On espère avoir été claires et vous avoir donné envie de faire le point sur vos situations, parce que c'est important de le faire de manière régulière, hein, pour rester justement motivé dans une bonne dynamique. Angélique, tu veux peut-être ajouter quelque chose? oui, c'est ça. Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'une heure, c'est court. C'est un sujet qui est très vaste. Donc là, c'était pour amorcer, avoir quelques bribes d'outils. Mais on vous invite, hein, voilà, si vraiment c'est une question qui est cruciale et essentielle, à creuser davantage. Et on vous l'a dit, il y a des professionnels pour vous accompagner et réfléchir à toute cette notion. Donc n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. En vous remerciant de nouveau et une Merci à très belle vous. journée à tous. Merci. Alors je crois qu'il faut qu'on quitte l'événement, mais du Oui. coup j'aurais bien aimé regarder les trucs. Je ne sais pas qui coupe le direct. Alors s'il y a encore du monde, encore des aléas du direct, nous vous prions de nous excuser. Tu rappelles Ouais, non? je vais le rappeler. Parce que du coup.